Ce soir, deux sujets au cœur de l'actualité politique ivoirienne, deux partis politiques, deux approches de la conquête du pouvoir d'État. D'un côté, pro-Côte d'Ivoire face au parrainage citoyen et sa vision fédérale pour la Côte d'Ivoire. Nous en parlerons avec un responsable de ce parti. Et puis, dans la deuxième partie, temps fort, la présidentielle approche à grands pas. 147 maires du RHDP s'engagent au financement collectif de la candidature, du cautionnement pour la candidature d'Alassane Ouattara, une mobilisation inédite, un message politique derrière ce geste. Quel enjeu derrière ce geste également? Nous en parlerons avec nos consultants. Pour en parler dans la première partie, notre invité Armand Engourand, conseiller du président de Pro-Côte d'Ivoire en charge de la promotion du projet de société du parti. Bonsoir à vous Armand Engourand. Bonsoir Sidik. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci beaucoup. Bonsoir. Et face à vous ce soir, trois consultants. Guillaume Bato, journaliste DG du quotidien Liberté. Bonsoir Guillaume Bato. Bonsoir Sidik. Michel Beta, journaliste DG du quotidien Le Bélier. Bonsoir Michel Beta. Bonsoir Sidik. Et enfin Gaël Lakpa, analyste sociopolitique. Gaël Lakpa, bonsoir. Bonsoir Sidik. Alors, première question pour vous. Nos consultants auront également l'occasion de vous poser des questions au cours de cette émission, cette première partie. Quel est le fondement du projet de la République fédérale de Côte d'Ivoire? Le fondement, c'est tout simplement le partage équitable du pouvoir. Vous savez qu'une république fédérale, c'est une république dans laquelle un gouvernement central accepte de partager le pouvoir avec d'autres entités qu'on appelle des entités fédérales. Donc c'est cela le fondement. Bien. Alors, et que répondrez-vous à ceux qui y voient à travers cette vision de république fédérale une forme de repli identitaire régional? Alors, qu'est-ce que vous appellerez repli identitaire? Avant de commencer, je voudrais d'abord même dire merci à tous vos téléspectateurs, saluer les confrères et analystes sur le plateau, et puis faire un clin d'œil à notre président et à tous nos membres du parti. Alors, si nous parlons de repli identitaire ici, je vais dire que tout de suite, on commence très fort, puisque je suis en train de vous dire que la République fédérale, c'est une république dans laquelle l'on accepte de partager le pouvoir entre un gouvernement central et des entités fédérées. Alors, pour le cas de la Côte d'Ivoire, je voudrais préciser que nous avons 14 districts en Côte d'Ivoire. Il y a du travail qui a déjà été fait, nous n'allons pas marcher sur ce travail. Alors, si Pro-Côte d'Ivoire est au pouvoir demain, ce que nous allons faire, c'est de transformer ces 14 districts en des entités fédérées. Et à la tête de ces entités fédérées, vous aurez des gouverneurs qui ont rang de chef d'État, qui sont élus, et vous aurez aussi des vice-gouverneurs. Et ces entités fédérées-là seront au nombre de 14. Donc, on va suivre les 14 districts existants déjà. Et puis, pour ce qui est de l'État fédéral central, vous allez avoir un gouvernement fédéral qui est le socle même de la République fédérale, tout simplement. Donc, ce n'est pas une question de repli identitaire. Ailleurs, ça a été fait. Et aujourd'hui, on ne parle pas de repli identitaire. Donc, il ne faut pas tout de suite voir un repli identitaire. Bien, Gaël Lakpa. Alors, je vais redire bonsoir à notre invité. Alors, je reviens sur la question du repli identitaire. C'est pour vous permettre de mettre à l'aise nos téléspectateurs, parce que vous savez, nous sommes dans un pays avec plusieurs ethnies, plusieurs civilisations, plusieurs régions. Alors, ma question est la suivante. Lorsque vous parlez de république fédérale, est-ce que vous allez seulement sur le plan administratif? Vous avez parlé de l'aspect identitaire tout à l'heure, donc je vous épargne. Okay. Il y a l'aspect aussi économique, parce que tout ça, ce n'est pas la même chose. Pour être plus clair, dans certaines régions, on a déjà il y a certaines régions qui ont plus de moyens que d'autres. Est-ce que ce n'est pas une façon de consacrer une inégalité territoriale? Non, au contraire, je voudrais vous mettre à l'aise quand on parle de République fédérale. C'est le partage équitable du pouvoir. Alors, je vous dis, avant 2021, nous avions 2 districts en Côte d'Ivoire, le district autonome de Yamoussoukro et le district d'Abidjan. Et depuis 2021, nous en avons 14. Ça veut dire qu'il y en a 12 qui se sont ajoutés. Alors aujourd'hui, avec l'existence de ces districts, est-ce qu'on parle de favorisation ou de défavorisation de certaines régions? Je dirais non. La République fédérale vient tout simplement pour un partage équitable de pouvoir entre ces différents districts. C'est-à-dire de façon très claire et terre à terre, désormais, nous allons donner la possibilité à chaque district de s'occuper de sa zone, tout simplement, avec les moyens de bord. C'est pour ça que j'ai parlé de gouverneurs élus à la tête de ces districts avec rang de chef d'État.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous parlez de zones qui sont favorisées ou encore qui sont défavorisées relativement à d'autres. Alors, c'est tout simple. Vous savez qu'avant de donner un budget à une zone donnée, même dans l'existence de notre cas de la République actuelle, on regarde les tenants et les aboutissants, on regarde déjà les acquis et on voit ce qui a été fait comme travail. Alors, la République fédérale viendra tout simplement pour mettre à l'aise tous ces filles et fils de ces régions que nous allons essayer de mettre dans des postures d'autonomie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces derniers seront à la tête de ces États fédérés-là et ils vont tout simplement travailler pour leur district, pour leur région, avec les moyens que nous allons leur donner, avec des filles et fils de chez eux, et ils auront également leur gouvernement. Ils auront un gouvernement avec, bien sûr, le gouverneur élu qui a rang de chef d'État, son vice-gouverneur et 3 ministres. Et ça va être ainsi pour les 14 districts. Et puis, vous aurez l'État central, qui est le gouvernement fédéral central, avec le président de la République, un vice-président, avec un maximum de 10 ministres. Et si vous regardez très bien, nous voulons mettre chaque région, appelée district aujourd'hui, que nous allons appeler demain État fédéré, nous voulons les mettre à l'aise à travers les moyens de bord que nous allons leur donner tout simplement. Donc, il n'y aura pas de favoritisme, je voudrais vous rassurer. Il n'y aura pas également de calcul mesquin. Il y aura tout simplement un partage équitable du pouvoir. Mais la différence va être que, désormais, nous ne serons plus dans l'État unitaire où le pouvoir est concentré sur un seul groupe d'individus. Et puis, à partir d'eux, on va opérer le choix de développement de certaines régions ou de districts. Mais désormais, ce sera officiel. Je voudrais vous rassurer que nous sommes déjà dans un État fédéral. Si vous regardez bien le fonctionnement de la Côte d'Ivoire à partir des districts autonomes, à partir des différentes régions, nous sommes à la tête, nous sommes dans un État fédéral. Et je voudrais même vous assurer, pour vous mettre en confiance, la République fédérale est la forme la plus achevée de la décentralisation. Parce que quand vous donnez les moyens et la possibilité à chaque gouverneur élu qui a rang de chef d'État, avec son vice-gouverneur et son équipe de travailler, ils connaissent les maux qui minent leur région, leur district, et c'est à eux de faire en sorte qu'il y ait de privilèges sur tel et tel autre aspect, tout simplement. Bien, un gang bateau, ensuite Michel Betta. Bon, plusieurs fois, notre invité, que je salue, a dit les moyens du bord. Bon, moi je suis inquiet, parce que si c'est les moyens du bord, ça veut dire que chacun va se débrouiller. Finalement, qu'est-ce que vous mettez dans vos termes moyens du bord? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, votre État fédéral ou bien votre République fédérale sera de quel type? Avec un gouvernement, avec un régime parlementaire, comme on le voit en Allemagne, ou avec au Togo également? Au Togo, c'est une République fédérale? Non, avec un régime parlementaire désormais. Oui, non, je parle de République fédérale d'Allemagne avec un régime parlementaire, ou une République fédérale comme au Nigeria avec un régime présidentiel. Et quel va être vraiment le choix que vous allez faire pour la Côte d'Ivoire? Parce qu'on dit aujourd'hui que nous sommes dans un régime fédéral, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais on a un régime présidentiel vraiment centralisé, hyper présidentiel. Ce n'est pas la même chose. Oui. Donc, première question. Moi, je suis inquiet. Donc, ça fait la deuxième question. Non, je reprends. Première question. Vous avez le moyen du bord. Je dis que je suis inquiet. Donc, dites-moi, ce que vous me dites dans les moyens du bord, est-ce que ça ne ressemble pas à du bricolage? Deuxième chose, votre République fédérale sera-t-elle parlementaire ou présidentielle? Alors, je voudrais tout de suite vous rassurer, Guillaume Bateau, que peut-être que dans les moyens de bord, vous avez entendu ou vu des restrictions. Nous allons donner les moyens conséquents à chaque district appelé État fédéré pour développer son district. Ça, c'est un. Deuxièmement, donc je voudrais vous rassurer là-dessus. Nous serons dans un régime parlementaire, mais la différence, nous allons réduire le nombre de députés. C'est-à-dire que par État fédéré, nous allons avoir 7 députés. Alors, comprenez par État fédéré ce qu'aujourd'hui vous appelez district. D'accord? Mais quand Pro Côte d'Ivoire va prendre le pouvoir, au soir des élections prochaines, ces districts seront appelés des États fédérés. Ce sont des entités fédérées qui seront autonomes, à qui nous allons donner les moyens conséquents et nécessaires pour travailler librement. Donc, retenez que ce n'est pas un régime
présidentielle, comme vous l'avez dit, pour notre voisin nigérian, nous serons dans un régime parlementaire, mais vous aurez 7 députés dans chaque État fédéré. Bien, allez-y, Michel Betta. Moi-même, lorsque j'entends notre invité, bon, que je salue au passage, hein, je suis un peu, c'est encore flou dans ma tête, hein, parce que les régions n'ont pas les mêmes capacités, ils n'ont pas les mêmes populations. Donc, quand vous divisez même les 14 districts qui sont ici, actuellement, on dit Abidjan, c'est la région la plus financièrement assise. Quand tu veux la mettre au même niveau qu'un district comme celui de Korogo, c'est vrai qu'il ne peut pas avoir les moyens. Où vous tirez les moyens de Korogo, est-ce que vous allez prendre ceux d'Abidjan pour envoyer à Korogo, ou bien ceux de San Pedro pour envoyer dans la région du Békay? Bon, bref, tout cela, je veux un peu voir un peu. Et puis ma deuxième préoccupation, voyez-vous, il a parlé de 7 députés pour chaque... Mais ça ne répond pas à la réalité. Une population de 6 millions d'habitants, tu lui donnes 7 députés. Une population de 1 million d'habitants, tu lui donnes 7 députés. Mais il y a trop d'incohérences dans leur approche fédérale. Et bon, moi, je vais finir par là, certainement. Ce sera ma dernière préoccupation, en entendant d'autres peut-être. Je dis, ils ont un projet. Est-ce qu'ils l'ont porté auprès des populations? Comment les populations leur ont répondu? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au niveau du parrainage et je vois que ce sont ceux qui vraiment critiquent beaucoup le parrainage du fait de la difficulté à recueillir des personnes pour accepter de les parrainer. Donc, c'est à croire que leur projet ne passe pas pour l'instant auprès des populations. Et nous sommes à 4 mois du 25 octobre. Est-ce qu'ils pensent que les Ivoiriens sont prêts à fédérer comme ils veulent leur État pour vous le donner? Est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts à ça? Alors, cher confrère Betta, je voudrais vous rassurer. Vous savez... Je suis pas rassuré en tout cas. Voilà. Vous savez, naturellement, l'inconnu fait peur. Oui, mais l'inconnu n'est pas expliqué. Encore... Vous me laissez vous parler. Je vous écoute. L'inconnu fait peur. Et donc, quand vous entendez État fédéré tout de suite, c'est normal que vous ayez peur. Le contraire de cette réaction m'aurait étonné. Quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qu'on n'a jamais vu, forcément, ça va faire peur. Mais je voudrais vous rassurer. Quand vous parlez de certaines régions que nous avons privilégiées parce que vous pensez qu'il y a une incohérence entre avoir 7 députés au niveau de tel district et 7 autres au niveau de tel district, justement, vous revenez encore à notre fondement. C'est ça, la République fédérale. Il faut partager de façon équitable le pouvoir. Même si on n'a pas la même potentialité. Et je voudrais vous rassurer. Qu'est-ce que vous appelez potentialité? Nous sommes tous convaincus aujourd'hui qu'il y a effectivement des districts qui sont en avant. Quand vous prenez le district d'Abidjan aujourd'hui, nous savons que le district d'Abidjan est en avant. Mais cela ne doit pas nous empêcher de donner 7 députés au district d'Abidjan. D'accord? Ce que nous, on a appelé État fédéré. Dans 6 millions d'habitants, vous donnez 7 députés, vous donnez 7 députés à 1 million d'habitants. Alors, quel est l'État fédéré que vous incriminez en ce moment? Parce que si, tout de suite, vous êtes contre le fait qu'on donne 7 députés à tel État fédéré et qu'on n'en donne pas à tel autre, ça veut dire que tout de suite, c'est vous-même qui êtes en train de faire de la discrimination. Moi, je voudrais vous rassurer. C'est le premier contact peut-être que vous avez avec nous. Donc, c'est normal que vous ayez peur. Mais je voudrais vous rassurer. La République fédérale, je le dis et je le répète, c'est la forme la plus achevée de la décentralisation. Si vous voulez faire une décentralisation correcte et nette, je pense que vous gagnerez à étudier ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand vous parlez de est-ce que les populations ont accepté notre projet, et les populations n'ont pas encore accepté notre projet, et c'est nous qui faisons... vous avez dit que nous nous plaignons beaucoup pour le parrainage. Oui, j'ai vu vos déclarations. Ça nous permet en même temps de venir dans le deuxième tableau de cette émission, le parrainage citoyen. Alors, je voudrais vous rassurer, ce n'est pas une plainte. Vous savez, le philosophe dit qu'il n'y a que ceux qui n'entreprennent rien dans la vie qui ne connaissent point de raté. Un ouvrier qui perd ses membres, c'est parce qu'il sera à l'usine. Si nous venons auprès de la CEI pour chercher à comprendre, c'est parce qu'effectivement, nous sommes sur le terrain pro-Côte d'Ivoire. Je ne peux pas incriminer les partis qui n'ont pas encore connu ces difficultés que nous connaissons déjà. Mais mieux, au soir du 2 juillet dernier, il y a une semaine, lorsque nous avons reçu les kits de parrainage, je voudrais préciser que nous avons reçu les kits de parrainage le 2 juillet dernier, et quand nous avons reçu les kits, nous avons, en présence de certains médias partenaires, en présence du commissaire de justice et de notre équipe restreinte, nous avons voulu procéder au lancement
de la collecte des parrainages de façon formelle. Et donc, nous avons voulu quelque chose d'assez intéressant que nous allons mettre au goût du jour. Mais nous sommes heurtés à une incompatibilité au niveau des terminaux mobiles. Nous avons collecté un parrainage d'une électrice et à la fin, la machine nous a signalé que ce parrainage a été attribué à un autre candidat déjà. Pour nous, c'était une erreur. Nous avons repris le mécanisme et ça a été le même message. Ensuite, nous sommes allés à la CEI pour poser le problème. Nous avons eu des échanges téléphoniques avec certaines directions. Ils nous ont donné l'assurance que ce parrainage était déjà collecté pour le compte de notre candidat. Mais mieux, nous n'avions pas ça sur la machine. Ils nous ont rassuré que ça est en cash. Ça, c'est l'expression qui a été utilisée. Mais entre vous et moi, si on vous donne un appareil pour collecter des parrainages et que le parrainage doit s'afficher sur l'appareil pour montrer que vous l'avez acquis, que vous ne l'avez pas, est-ce que vous pouvez affirmer devant tous que vous l'avez? Vous êtes au terrain de football, vous gagnez 3-0 ou 3-1, et puis sur le tableau d'affichage, on vous met 2-1. Quand vous vous plaignez, le trio des arbitres vous dit non, ne vous inquiétez pas. Nous, quand on est ici sur notre écran, on voit que vous gagnez 3-1, mais on va rectifier ça au tableau. Donc vous êtes de ceux qui pensaient que actuellement le parrainage citoyen pose problème réellement. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça, c'est vous qui êtes en train de le dire. Non, nous constatons des failles et nous notons des failles. Oui, parce qu'il y a de l'évolution aussi. Mais mieux, lorsque nous avons repris cette opération avec une autre électrice d'une autre zone de l'intérieur, ça a bien marché. Et nous en avons parlé. À côté de ça, nous avons eu plein d'autres problèmes. Donc, il faudrait que nous puissions nous rapprocher de la CEI, qui est l'organe officiel. D'ailleurs, nous sommes à son école, comme je l'ai dit. Et tant que nous allons avoir des problèmes, nous irons toujours vers la CEI pour chercher à comprendre. C'est mieux que de rester retroussés dans nos différents endroits et puis critiquer pour critiquer. Donc, nous allons auprès de la CEI pour comprendre. Et nous avons eu des réponses. Et si vous voulez encore, peut-être je peux poursuivre pour vous dire qu'on a beaucoup de difficultés. Le parrainage, le principe, nous sommes d'accord avec. On dirait que le principe, il est acquis. Mais les modalités d'application nous posent problème. Voyez-vous, je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous dites que des populations viennent pour parrainer un candidat, pour lui donner caution de pouvoir se présenter à la candidature de la présidente de la République, il faut éviter de collecter ce que nous on appelle en communication les données à caractère personnalisé. Quelqu'un qui vous donne son parrainage, il doit mettre son nom, il doit mettre toutes ses références, vous devez lui faire encore une photo, il doit mettre sa signature. Mais ça ressemble à un pré-vote, alors que le vote lui-même est censé être secret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, je vous donne mon parrainage, je suis de ceux qui vont voter. Donc, la CEI voit déjà ceux qui, dès le départ, peuvent voter. Mes électeurs potentiellement acquis. Mais où est le secret du vote? Il n'y a plus de secret. Donc, et encore mieux, je voudrais poursuivre rapidement pour dire, à côté de cela, quand vous donnez votre parrainage, si ce n'est pas un pré-vote, on aurait souhaité que si vous donnez votre parrainage à X candidat, le même parrainage, vous puissiez le donner à Y candidat et à Z candidat. De sorte à ce qu'il y ait une probabilité au niveau des votes finaux pour ne pas qu'on sache réellement qui est-ce que vous allez voter le jour des élections. Mais alors que dans le cas d'espèce, ce n'est pas pareil. Et donc nous disons que nous sommes dans un pré-vote. Et ça aussi, ça nous inquiète. Et nous souhaiterions que ces éléments-là soient vus de près par la CEI. Nous savons qu'ils font déjà du bon boulot. Nous n'allons pas critiquer pour critiquer. Mais en même temps aussi, nous avons des réserves. Et si les autres candidats qui sont sur le terrain n'ont pas encore rencontré cette difficulté, c'est qu'ils ne sont pas encore au niveau auquel nous sommes arrivés. Mais pour l'instant, quand nous allons rencontrer des problèmes, nous serons obligés de nous rapprocher de l'organe principal et officiel qui gère toutes ces opérations pour avoir des réponses à nos préoccupations. Bien, Guillaume Bateau, réaction? Oui, bon, je voulais revenir sur l'État fédéral, mais on est passé au parrainage. D'abord, demander aujourd'hui, après presque une semaine de travail sur le terrain, comment Pro Côte d'Ivoire juge ses propres résultats en termes de parrainage. Vous avez certainement choisi 17 régions. Oui, nous en avons choisi 17. Aujourd'hui, vous êtes à quel niveau après pratiquement une semaine de travail? Deuxièmement, je voudrais faire une observation par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure concernant le pré-vote. Non, le parrainage n'est pas un pré-vote. Quand on dit que le vote est secret,
c'est l'acte que vous posez dans l'isoloir. Mais le parrainage, rien ne dit que celui qui vous paraît va voter pour vous. C'est comme un militant d'un parti politique. Aujourd'hui, quelqu'un peut s'afficher dans un parti politique, on le connaît, son nom et prénom et tout ça, mais rien ne dit que le jour J, vous allez voter pour le candidat soutenu par ce parti. Donc, on ne peut pas dire que c'est un prévote. C'est pour ça que moi, je voulais vous demander, aujourd'hui, au passage, je salue votre volonté d'aller vers la CEI pour relever les difficultés que vous avez. C'est une bonne attitude, contrairement à beaucoup d'autres partis qui critiquent la CEI le matin et qui le soir sont à la CEI. Bon, rendant ainsi leur discours incourant, mais aujourd'hui, après près d'une semaine, est-ce que vous êtes à 10%? Est-ce que vous êtes à 15% dans chaque région? Quelles sont les régions où vous avancez plus et quelles sont les plus vite, je veux dire, et quelles sont les régions où vous avez vraiment de réelles difficultés en termes de... Alors, avant de donner réponse à cette énième question, je voudrais répondre à la première. Je disais que le parrainage, nous, pro-Côte d'Ivoire, nous apprécions le principe. Le principe, il est acquis pour nous. Mais les modalités d'application restent à discuter. Et je n'ai pas dit que le parrainage est un prévote. Je dis tel que c'est fait, le parrainage ressemble à un prévote. Et si vous me dites que celui qui vous donne son parrainage, il ne vote pas forcément pour vous, vous me rejoignez. Je suis plus à l'aise donc que celui qui me donne son parrainage puisse vous donner à vous, M. Guillaume Bateau, son parrainage et qu'il en donne à Beta ou à l'ACPA. Mais mieux, quand vous considérez sur cet aspect, le parrainage, dans certaines zones, vous êtes avec moi, vous avez vu dans les médias, sur les réseaux, est-ce que vous n'avez pas vu certains partis politiques appeler à ne pas donner, appeler des populations de certaines zones à ne pas donner le parrainage? J'ai vu, mais si, c'est pas normal. Vous avez vu, ça c'est correct. Moi, je l'ai dénoncé. Oui, mais ce n'est pas normal parce que ça pose problème dans les modalités d'application. Voilà, vous me rejoignez. C'est l'appel qui pose problème ou c'est le parrainage? Ce n'est pas l'appel qui pose problème. C'est la loi de la causalité. Il y a eu cette réaction parce que tel que c'est placé, les gens pensent chez nous en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire que parce que moi, je suis de telle région, il faille forcément que les gens de ma région soient avec moi pour le voter. C'est une tribalisation de débat. Mais je sais pas, c'est ce que vous êtes en train de dire. Donc moi, je dis, monsieur Guillaume Bateau, tout à l'heure, nous étions dans les coulisses. Oui. Je vous ai amené à expérimenter quelque chose. J'ai regardé la tablette. Vous avez expérimenté. Ça a mis quelques 4-5 minutes à se mettre en route. Alors, c'est pas un problème. Alors dites-moi, si nous sommes à Abidjan, M. Bateau. Si vous mettez en marche à 6 heures, à 7 heures, c'est professionnel. Merci Guillaume Bateau. Allez-y. On est pas là en même temps. Si nous sommes à Abidjan, et que si nous sommes à Abidjan, que vous mettez 5 minutes pour faire démarrer une tablette. Et dans mon village. C'est une initialisation. À Ouniansou. Et dans lui, son village, à Godiboué, et dans le village de l'autre, à Djendé. Voyez-vous, je veux vous dire tout simplement... Il y a des villages où il y a le réseau. Oui, mais ça c'est une probabilité. C'est une probabilité. Si à Ouniansou, il n'y a pas de réseau... C'est une probabilité. C'est une probabilité. Donc, ce que je veux vous dire, bon, on va considérer justement, je connais Guillaume Bateau, il s'est bien titillé. Ce retard-là, c'est pour tout ça que Pro-Côte d'Ivoire vient, pour mettre tous... à égalité. Donc, soyez rassurés. On va le faire chez vous à Dananeri, quelque part là-bas. On va gérer ça. Maintenant, pour revenir à votre réponse rapidement, sur le terrain, nous nous sentons très à l'aise. Nous avons dit qu'à Pro-Côte d'Ivoire, nous sommes dans l'équité. À Pro-Côte d'Ivoire, nous sommes dans la démocratie. À Pro-Côte d'Ivoire, nous sommes véritablement soucieux des populations. Quand tu es pro-Côte d'Ivoire, ça veut dire que tu aimes la Côte d'Ivoire. Quand tu es pro-Côte d'Ivoire, ça veut dire que ton ennemi juré, c'est la vie chère. Quand tu es pro-Côte d'Ivoire, ça veut dire que ton ennemi juré, c'est le mal-être des populations. Donc, quand nous nous plaignons, ce n'est pas parce que nous ne travaillons pas sur le terrain. Non, pardon. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire, très sincèrement, que je ne peux pas vous donner un pourcentage. Pourquoi? Parce que le parrainage, la collecte des parrainages, quand vous le faites avec la machine et que ça ne passe pas, il faut le faire avec les fichiers Excel. Alors que la CEI, dans nos échanges, nous dit, nous vous conseillons de faire avec les fichiers, avec les terminaux mobiles, parce que quand vous enregistrez directement, nous on l'a ici. Mais si vous prenez le risque d'envoyer le maximum sur les fichiers Excel, et que ici, quand on fait
la compilation, il y a des incohérences, vous verrez que vous avez fait tout ce gros boulot pour rien. Alors, si je considère les fichiers Excel, nous sommes pratiquement à 80%. Si vous nous suivez sur nos pages, vous saurez. Mais aussi, on a l'honnêteté de dire qu'au niveau des terminaux mobiles, nous ne sommes même pas encore à 30%. Parce que ça pose problème. Le premier problème, c'est la machine elle-même qui bug. Ça veut dire qu'il doit y avoir un problème technique. Je ne suis pas informaticien, donc je ne voudrais pas me répandre dans des termes informatiques. Peut-être que les experts pourront nous en dire plus. 2, il y a les questions de réseau mobile. Nous avons, avec nos collecteurs à l'intérieur du pays, nous avons communiqué pour voir dans telle ou telle région quel est le réseau mobile qui passerait le mieux. Et c'est en fonction de ça que nous avons chargé nous-mêmes nos téléphones avec des puces, avec des data Internet. Mais sur le terrain, à Abidjan, ici, le samedi dernier, nous avons fait une expérience. Il y a des personnes qui vivent à Abidjan, mais qui votent à l'intérieur. Nous les avons conviés à notre siège pour procéder à une collecte. Mais on n'a pas pu, parce que l'appareil, pour redémarrer, c'est tout un problème. Donc, je ne vais pas accuser la CEI. Non, mais c'est fait. Nous pensons qu'à Pro-Côte d'Ivoire, c'est une belle innovation, mais on aurait voulu qu'il y ait une phase pilote. On aurait voulu qu'il y ait de l'expérimentation avec les mobiles avant de les introduire. Bien. Nous proposerons, s'il vous plaît, allez-y rapidement. Nous allons proposer, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposerions que la CEI revoie. Nous savons que la CEI nous suit de près, suit tous les candidats de près. Nous aurions souhaité qu'aujourd'hui, les parrainages, on puisse permettre qu'on les fasse uniquement chez nous à Pro-Côte d'Ivoire avec les fichiers Excel pour éviter toutes ces questions-là. Et puis peut-être pour les élections à venir, il faut bien qu'on expérimente cette nouvelle technologie, cette innovation qui est dans la forme, elle est bonne, mais qui dans le fond pose des problèmes sur le terrain. Et ça, c'est une réalité, M. Bateau. Vous pouvez vous référer. Rien ne vous empêche de faire non, ce Blaise Bateau, vous allez répondre après tout à l'heure. Gaël Lapa, quelle lecture faites-vous après avoir écouté le représentant de Pro-Côte d'Ivoire sur la même question? Non, moi je fais un constat clair. Des choses qui ont déjà été évoquées. On parlait avant même le lancement de ce parrainage-là, des problèmes techniques. C'est vrai que nous autres analystes, nous n'avons pas été sur le terrain, mais c'est des choses qu'on pourrait prévoir. Quand ce n'est pas seulement Pro-Côte d'Ivoire qui le dit, je crois qu'il y a Salé Tiemoko et l'autre qui avait parlé de ces problèmes. Même les partis politiques l'ont fait remarquer. Maintenant, ce que je dis ici, c'est que Pro-Côte d'Ivoire vient nous confirmer qu'il y a la non-fiabilité des fiches, même les fiches. Parce qu'eux, ils ont dit qu'ils sont à près de 80%. Nous ne sommes pas près de 80%. Quand il s'agit des fichiers Excel. Oui. Mais quand vous envoyez au niveau de la CEI, il n'y a pas de garantie. Non, pour l'instant, nous ne sommes pas là. Non, je viens, voilà. C'est un raisonnement. Il n'y a pas de traçabilité. Si vous emmenez à la CEI, vous-même, vous l'avez dit, on vous dit que ce qui pourrait... On nous conseille d'utiliser les terminaux et on dépose les deux concomitamment. Moi, je pense que ce soit au niveau des fiches, que ce soit au niveau des tablettes, il ne devrait pas avoir de problème. Du moment où on est d'accord qu'il y a un problème de fiabilité au niveau des fiches, au niveau des tablettes, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est clair. Vous qui êtes aujourd'hui assis ici, qu'est-ce que vous ferez dans 2 mois lorsque le Conseil constitutionnel viendra donner les résultats et dira par exemple que vous n'avez pas atteint, alors que vous savez que ce sont ces problèmes-là qui ont fait entrave? Quel recours aurez-vous devant cette situation-là qu'on a déjà vécue? Alors, je voudrais vous rassurer pour vous dire qu'à Pro-Côte d'Ivoire, nous sommes respectueux des lois de la République. Alors là, tous les partis d'ailleurs. Il ne faut pas jouer avec. Donc pour l'instant, je suis Pro-Côte d'Ivoire. Oui, mais quand je n'ai pas dit, c'est comme si j'avais les autres. Ouais. La question m'est posée, M. Reta. Donc je réponds à la question. Oui, qu'est-ce que vous allez nous faire sommes respectueux des lois de la République. Si demain le Conseil constitutionnel estime que Pro-Côte d'Ivoire n'a pas les ressources nécessaires pour être candidat, nous allons aviser. C'est ça aussi l'expérience. Sans moyen de recours? Oui, mais s'il y a un moyen de recours, s'il y a un moyen de recours, nous allons y aller. Mais pas contester dans la rue. Non, je pas dans la rue. Ce n'est pas des bagarres. Dans la rue. De façon juridique. Je voudrais rassurer, c'est ce que je suis en train de dire. Pour parler comme l'autre, nous allons utiliser tous les moyens que les lois nous mettent à disposition. Mais la loi met à disposition de marcher, de manifester dans la rue. Non, nous ne sommes pas de ceux qui manifestent. Merci, Michel Bétard. Nous voulons marcher pour une objectivité,
et non pour la subjectivité. Alors Armand, ça ne veut pas il nous reste 5 minutes. D'accord, ça ne veut pas dire va aller que rapidement. Si nous sommes rejetés par le Conseil constitutionnel, ce n'est pas objectif. Mais nous pensons quand même, nous avons confiance à la CEI, nous avons confiance au Conseil constitutionnel, et c'est pour ça qu'à chaque étape de difficulté, nous prenons le soin d'informer la CEI et de prendre à témoin l'opinion nationale et internationale. Et pour vous rassurer, le communiqué de la CEI que vous avez tous vu, c'est à la suite de notre incident. À la suite, lequel des communiqués, s'il vous plaît? Il y a eu un communiqué. Il y en a eu deux dernièrement. Non, le tout premier communiqué de la CEI. Ce communiqué, je ne l'ai pas sous les yeux, mais après, parce que sur un plateau d'un autre confrère de télé, ils ont même publié notre vidéo que nous avions relayée sur nos différentes pages. À la suite, il y a eu un communiqué. Mais ils ont menacé de... Non, je n'ai pas dit que la CEI nous a menacés. Non, je dis qu'il y a eu un communiqué. Je ne saurais dire que la CEI a menacé. Je dis simplement qu'il y a eu un communiqué. Oui, mais c'est voilà. Et donc, je voudrais, pour terminer sur ce sujet, vous rassurer que si demain, il y a des moyens de recours que nous offre la loi, nous allons les utiliser. S'il n'y en a pas, nous allons aviser. Sauf qu'en amont, on devait déjà savoir... Merci. Allez, Guillaume Bateau. Oui, bon, je ne sais pas pourquoi Gaël insiste. Et sur quoi? Les décisions du Conseil constitutionnel sont sans recours. Voilà. Non, c'est à cela que je voulais en venir. Oui, mais quand je pose la question comme ça. Non, ce n'est pas. C'est une question exprès. Parce qu'en fait, il n'y a pas de recours, effectivement. Donc, il ne faut pas chercher des recours là où il n'y en a pas. Donc, on va dans un système. Non. On va dans un système où on sait déjà qu'il y a des jureurs et tout, et puis bon, il n'y a pas de problème. La loi, je suis d'accord avec le représentant de propos de loi, Engoran, qui dit, et c'est un parti républicain, qui dit que si le Conseil constitutionnel prend une décision, puisqu'on sait tous que les décisions du Conseil constitutionnel sont sans recours, bon, nous allons, il a dit aviser, mais il a dit qu'il respecte la loi, ils vont respecter la loi. Voilà. Bon, ils seront éliminés, c'est fini. Oui, ils seront éliminés. Alors, ils ne vont pas... On dit ça comme ça. Notre ami Bétard, lui, a suggéré les moyens de bagarre. Non, il a parlé du Bien, merci. Alors, à la prochaine question. Il faut qu'il souffre, monsieur Engoran et son parti. Il va accepter le résultat. Merci, Guillaume Bateau. Alors, Armand, comment votre parti réagit face à la polémique autour de la remise des kits de parrainage à certains candidats non inscrits sur la liste électorale? Alors, nous restons toujours dans notre logique et dans notre dynamique. C'est laquelle? Vous savez, la CEI dit tout Ivoirien désireux de candidater à la candidature de la présidentielle de 2025 est prié de se signaler. À ce candidat, nous allons donner des kits de parrainage. Donc, nous avons vu, le jour où sur le terrain, je me suis rendu compte qu'on était une trentaine. Je ne veux pas dire des chiffres pour faire mentir. On était autour de 31 ou de 32. J'étais surpris. Il y a des personnes qu'on connaît bien, il y en a d'autres qu'on ne connaît pas bien, mais tout ça, ce sont des Ivoiriens. Pour moi, c'est normal qu'ils décident d'être président de la République, c'est la démocratie. Mais je voudrais dire que ceci ne pourrait pas expliquer cela. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on vous a donné un kit de parrainage que ça fait de vous un candidat déclaré à la présidentielle. Pourquoi? Parce que l'ACPA vient de dire que si au soir de la proclamation des résultats de candidats validés à l'élection, si vous n'êtes pas retenu, que feriez-vous? Ça veut dire tout simplement que tous ces candidats qui viennent chercher ces kits sont conscients de ce que, après avoir obtenu ces kits, il faut aller sur le terrain maintenant pour travailler. Et ce terrain, c'est la collecte. C'est la collecte des parrainages. Ça, c'est un. À côté de ça, il y a une caution à payer. Il y a plein de conditions à remplir pour être candidat. Mais si vous ne remplissez pas les conditions, vous ne serez pas candidat à la République. Donc nous, moi je veux dire, nous, on ne voudrait pas baigner dans cette polémique. C'est normal qu'un parti désireux de présenter un candidat vienne récupérer les kits. Mais je voudrais vous rassurer que ces kits que vous avez là, normalement, c'est configuré au nom du candidat. Il faut demander à ceux qui sont venus retirer les kits. Au nom de quel candidat leurs kits ont été configurés? On a vu plein de candidats de partis qui ont brillé par leur absence. Même le parti au pouvoir n'est pas venu prendre des kits ce jour-là de façon officielle. Moi, en tout cas, jusqu'à ce que je parte de la CEI à 17h, je n'ai pas constaté cela. Mais parce qu'ils n'ont pas de candidats pour l'instant. Bon, c'est ce que vous êtes en train de dire. Donc, vous comprenez, vous me rejoignez. Ça veut dire tout simplement que avoir une cigarette en bouche ne veut pas dire forcément qu'on fume. Dernière question avec Michel Bétard. Moi, j'ai deux préoccupations simples. Parce que je me dis, quel est votre regard vis-à-vis des radiations qui ont été opérées au niveau de certains
candidat? Ça, c'est ma première préoccupation. Et quelle critique formulez-vous contre le pouvoir en place, au point que vous voulez prendre sa place? Vous voulez être président? Alors on va répondre à toutes ces questions en 3 minutes maximum. Alors, il demande notre regard sur la radiation, parce que beaucoup de candidats ont retiré leur représentant de la CEI. Oui. Vous n'êtes pas représenté à la CEI, n'est-ce pas? Non. Ah bon, d'ailleurs. Donc, beaucoup de ceux qui participent à ce scrutin ont retiré leur représentant à la CEI. Oui. Quel regard portez-vous sur toutes ces actions-là et leur radiation de la liste électorale? Bon, nous sommes à Pro Côte d'Ivoire, nous sommes respectueux de leurs décisions parce qu'ils sont un parti politique, c'est un groupement, c'est une association. Alors, ils sont autonomes d'agir et de réagir. Pour ce qui est de la radiation des candidats dont vous parlez, alors, c'est quoi les motifs? Les motifs sont purement juridiques. Purement, vous pensez? Non, je vous ai dit, c'est le débat que nous sommes respectueux des lois de la... Mais c'est ce qui a été déclaré, je ne pense pas. Ah, oui. Nous sommes collés aux faits. Oui. Dans les faits, oui, c'est purement juridique. Okay. Si c'est purement juridique, nous prenons note. Nous n'allons pas nous prononcer positivement ou négativement pour ça. Okay. Parce que ce qui arrive à Marc Lacta, comme on le dit, pourrait arriver à Marc Loclo demain. Okay. Donc, on ne va pas jubiler. On ne va pas non plus aussi venir dans les rues pour taper notre poitrine. Nous prenons note. Pour ceux qui se sont retirés de la CEI, je pense que c'est leur droit. Ce sont des groupements politiques. Ils sont autonomes. Donc, ils sont libres de se retirer comme de continuer. Mais l'essentiel, pour nous, ce qui compte, c'est être pro Côte d'Ivoire. Si vous êtes de tous ces bords politiques, vous êtes pro Côte d'Ivoire. Et nous travaillons à les ramener à la maison. Parce que être pro Côte d'Ivoire, c'est être dans la Côte d'Ivoire, aimer la Côte d'Ivoire, aller avec la Côte d'Ivoire, travailler pour la Côte d'Ivoire. Donc voici ce que nous pensons. Et voilà. La critique que vous formulez contre le pouvoir en place? Alors, nous ne sommes pas de ceux qui formulent des critiques pour les formuler. Il y a un travail qui a été fait. Il faut toujours apprécier, il faut respecter les aînés. Il faut apprécier ceux qui sont là. Pro Côte d'Ivoire a été créé en 2019. Ça fait à peine 6 ans que nous existons. Nous ne saurions être des gens, des guerriers, comme vous l'avez dit. Des bagarreurs. Pour taper la poitrine. Non, mais critiquer, c'est pas... Critiquer, c'est pas être bagarreur. Non, c'est vous qui dites que c'est la figuration. Nous pensons... Non, mais Guillaume, on parle de critique. Vous demandez une critique, mais laissez-moi terminer. Mais laissez-moi terminer. Qu'est-ce que nous reprochons au pouvoir? Nous n'avons pas de reproches téméraires à faire au pouvoir en place. Mais nous disons tout simplement que Pro Côte d'Ivoire, nous voulons rendre la vie facile aux Ivoiriens. Et comme la vie n'est pas facile aujourd'hui. Non, mais la vie est chère, vous le savez, monsieur Debeta. Voilà, donc ça, c'est une critique. Bien. Mais justement, merci. C'est une critique. La vie, elle est chère. Merci. Et nous voulons le bien-être des Ivoiriens. Merci. Ça, c'est une critique. Mais les Ivoiriens ne sont pas bien actuellement. Merci, Michel Beta. Les Ivoiriens ne sont pas bien actuellement. Michel Beta, merci. Les Ivoiriens ne sont pas bien actuellement. Mais les Ivoiriens vivent dans... Il y a une cherté de la vie en ce moment. Quel Ivoirien dirait le contraire? Vous allez dire le contraire, M. Beta? Moi, je vous écoute. Merci, Michel Est-ce que vous Beta. allez dire le contraire? Armand Gourand, merci beaucoup. Nous sommes malheureusement au terme de cette partie d'émission. Je rappelle que vous êtes le conseiller du président de Pro Côte d'Ivoire en charge de la promotion du projet de société du parti. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On espère vous revoir très prochainement sur ce plateau. Quand vous voulez, c'est votre télévision. Merci beaucoup. Et puis que les Ivoiriens reviennent à la maison, à Pro Côte d'Ivoire. Et on sait compter sur les Ivoiriens pour nous porter au pouvoir au soir du 25 octobre. Bien, on vous accompagne avec la réclame publicitaire. Merci. Voilà, de retour de la pub et rejoint par Cédric Koné. Bonsoir Cédric Koné. Bonsoir Cédric, c'est un plaisir de vous retrouver chaque fois. Un plaisir partagé. Alors, dans cette seconde partie d'émission présidentielle d'octobre prochain, les 147 maires du RHDP financent la caution du président Alassane Ouattara. La cérémonie s'est tenue ce jour au siège du RHDP à la rue Lépic à Cocody. Alors, quelle lecture faites-vous de ce geste des maires du parti présidentiel? Alors, avec le RHDP, la démocratie va toujours avoir des pratiques qui interpellent l'état de droit. Ce geste-là nous démontre que le parti au pouvoir a la même mise sur les ressources, sur les institutions locales et sur les ressources publiques de ces institutions locales. Je suis interpellé dans ce sens-là que le rôle d'une collectivité territoriale, telle que la mairie, c'est d'être au plus près des préoccupations des populations. Le rôle d'une collectivité territoriale, le rôle du maire et des agents municipaux, c'est d'être des agents de l'État. Donc, ce qui veut dire que ces agents de l'État-là ont levé des fonds, on ne sait pas d'où viennent ces fonds-là,
pour financer la campagne d'un candidat d'un parti politique. Ça interroge sur les pratiques de transparence. Alors, on ne peut pas aujourd'hui être un agent de l'État, un haut fonctionnaire, et puis payer la caution dans le cadre d'un parti politique. Ils peuvent être des partisans. Cela s'entend bien parce que la Constitution permet à tous, aux agents de l'État, aux agents religieux, à toutes les personnes que vous voulez, la Constitution nous permet d'être membres d'un parti politique. Mais des maires qui sont agents de l'État, agents de leur municipalité, ne peuvent pas, de façon éthique, être en train de lever des fonds pour payer la caution d'un candidat pour l'élection présidentielle de 2025. Ça ne s'entend pas. Ce n'est pas éthique. En matière de collectivité territoriale, ça ne se fait pas. Sous d'autres cieux, on aurait diligenté des enquêtes pour savoir d'où viennent les fonds qui ont permis à ces maires-là de payer la caution pour la présidentielle de leur candidat. Mais est-ce qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir lever cette caution pour le président Alassane Ouattara, les maires, avec leur agent personnel? Avec leur agent personnel. Mais écoutez, on peut diligenter beaucoup d'audits pour savoir d'où viennent ces fonds-là. Parce que quand on voit le salaire moyen d'un fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire, je doute fort qu'un fonctionnaire moyen puisse s'amuser à lever des fonds pour financer une campagne. Peut-être des hommes d'affaires, oui. Alors Guillaume Bateau, ce sont les propos du maire d'Adjamé, Farid Toussoumaro, lors de cette cérémonie. Le paiement de la caution du président Alassane Ouattara témoigne de la volonté commune des populations et les collectivités à sa candidature. Il s'engage à sensibiliser les populations, à faire élire le président Ouattara dès le premier tour des élections. Réaction sur ces propos. Oui, avant de parler des propos du maire Farid, je voudrais réagir aux propos de mon jeune frère Cédric Koné. D'abord, les maires, même si dans les fonctions de maire, ils accomplissent des missions de service public, ne sont pas des fonctionnaires au sens stricto sensus. Ce sont d'abord des hommes politiques. Parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, la plupart de ces maires-là sont élus sous une bannière politique. Donc, ce sont d'abord des hommes politiques. Certains viennent du secteur privé, d'autres de la fonction publique, mais en tant que maire, ce sont d'abord des hommes politiques. Deuxièmement, je pense qu'il a dit une chose qui aurait pu lui permettre d'atténuer ses propos, à savoir d'où viennent ces fonds. C'est la première question qu'il faut se poser. Et vous avez fait justement remarquer que ces maires-là, qui sont des élus, qui ont des indemnités, mais il ne faut pas avoir les individus en tant que maire. Ils ont des militants dans leur circonscription, dans les conseils municipaux. Il y a des militants qui peuvent contribuer. Et on ne sait pas. Non, Guillaume, le problème, c'est la fonction. Mais non, la fonction de maire, d'abord, c'est la fonction. Le problème, c'est la fonction. Oui, la fonction de maire, la fonction de député, c'est d'abord une fonction politique. Avant d'être une fonction... la fonction de président de la République. C'est une fonction politique d'abord. Mais absolument. Mais vous êtes pour tout le monde. Oui, mais donc vous devez donner l'argent pour le CPACI également. On va permettre à Guillaume Bateau de non, s'il vous plaît, on ne peut pas tolérer de telles aberrations. C'est pas une aberration. Je suis désolé. Développer son idée. Allez-y, Guillaume Bateau. Je suis désolé, c'est pas une aberration. Les maires sont d'abord des hommes politiques avant d'être des agents de service public. Et comme je le dis, la première question qu'il a lui-même posée, qui aurait pu lui permettre de nuancer ses propos, c'est de savoir d'où viennent ces fonds. Il n'a pas fait, il a mis la charrue avant les bœufs. Deuxièmement, je crois qu'il ne faut pas faire la fine bouche. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas la première fois dans l'histoire politique de notre pays que des partisans d'un candidat se réunissent pour offrir la caution d'un candidat. Donc je crois que c'est un faux débat. Le maire Farid l'a dit, et je pense que c'est tout à fait compréhensible que des militants d'un parti politique puissent s'organiser, fussent-ils des maires, fussent-ils des députés, fussent-ils de simples citoyens, s'ils estiment que leur contribution peut apporter une dynamique à une campagne électorale. Yeah. Je crois que c'est une fausse querelle qu'il faut, parce qu'on a vu ici, en 2010, beaucoup d'agents du secteur public, ce n'étaient même pas des élus, d'agents du secteur public se cotisaient
pour payer la caution du président Laurent Mais Gbagbo. Guillaume, à l'époque, il fallait dénoncer. Merci Cédric Koné, merci Guillaume Bateau. Il fallait dénoncer. Tu l'as pas dénoncé. Merci. Je dénonce ce que je vois. Bien, s'il vous plaît. Alors, Je dénonce ce que nous voyons. Merci, s'il vous plaît. Alors, Intéressé. Oui. merci. Alors, que révèle selon vous cette mobilisation des maires RHDP? Bien, c'est une façon pour ces maires-là de vouloir montrer leur loyauté vis-à-vis de leur président, du président de leur parti. Mais effectivement, c'est critiqué. Et ça sera critiqué, que Guillaume en souffre, que ceux qui sont... Non, je n'en souffre pas. Voilà, moi, je n'ai pas peur de critiquer. Que ceux-là souffrent, que les gens critiquent parce qu'il ne s'agit pas de militants ordinaires quand on parle de maires. Dans ce même pays, il y a eu des militants qui ont levé des fonds, cotisés pour la candidature de leur président, de leur champion. Personne ne s'en est plaint. Mais les maires ici, ça lève la polémique parce qu'ils sont à la gestion du bien communautaire, du bien de leur collectivité. Mais les maires, ils ont un salaire. Quand ils vont comme on appelle, ils vont contribuer comme ça en tant que maire, effectivement, on se pose la question, d'où ils tirent ces fonds? C'est ce que Cédric Koné a dit. Maintenant, on ne dirait pas, moi je ne peux pas ici dire qu'ils ont pu puiser dans les caisses de leur collectivité, ou bien si c'est leur... Laissez-nous nous expliquer. Vous voulez critiquer pour on va les critiquer. critiquer parce que chez certains, il n'y a pas d'école. Guillaume Bateau, Laissez-nous aller. Guillaume, il n'y a pas allez-y, d'école chez Gaël, il nous certains. reste une minute pour terminer. Donc, c'est tout à fait normal qu'on se pose les questions. Ici, le financement, là, c'est pourquoi? Ils ont dit que c'est pour la caution du président de la République. C'est dans l'intérêt général. Est-ce que c'est dans l'intérêt général? Non. C'est un intérêt partisan. Et puis, à quel prix? Voilà, c'est de ça qu'on parle ici. On se pose des questions aujourd'hui, parce que ces maires-là qui aujourd'hui sont en train de cotiser pour le président de la République, qu'on nous dise de façon claire, au-delà de la communication cosmétique qu'ils sont en train de faire là, est-ce que le président Alassane Ouattara n'a pas 50 millions pour aller payer lui-même sa caution? Les collectivités sont là. Il y a des rues en souffrance dans les communes. Il y a des populations qui manquent d'eau. La cherté de la 50 millions qu'on fait le bitume. il laisse Ça fait quelque chose, Guillaume. Ça commence à faire quelque chose. Alors, s'il vous plaît, ce sont des précisions de notre reporter sur place. Il s'agit bien sûr des cotisations des 147 maires RHDP levées à partir du collectif des maires du parti. Voilà, ce sont des précisions sur cette cotisation qui crée autant de débats. Allez-y, Michel Betta. Moi, je pense que c'est une confusion inacceptable entre les institutions et les partis politiques. Mais à partir même d'un collectif des maires du RHDP. Je vais lire une des lois que j'ai notées, l'article 52 de la loi numéro 2514 du 1er août 2000 portant code électoral, qui dit qu'il est interdit aux institutions publiques de financer une campagne, même indirectement. Mais cette cotisation, faut-il le préciser, c'est le collectif des maires RHDP. C'est comme Tu sais, faudrait pas qu'on se voile. D'abord, moi-même, je dirais même que c'est un système de folklore. C'est identique à un groupe parlementaire, parlementaire PDCI, PPACI. Non, je n'ai pas vu ça ailleurs. On parle de là où c'est aujourd'hui. C'est du folklore politique. Parce que, en fait, quand tu regardes en matière de financement de campagne et autres, en partant de Laurent Gbagbo, aujourd'hui, le président qui a le plus gros budget, je dis personnel, comme on dit souveraineté, c'est le président Ouattara. On a eu 2 flottes d'avions qui sont entretenues à plus de millions chaque jour et par mois. Donc je dis que c'est une forme de folklore politique qui n'accroche plus les populations. Qui dessert. Qui dessert même au contraire même ces initiateurs. Voilà. Ils n'ont qu'à se mettre au-dessus de ces... Parce que les maires, comme on le dit, un maire, il a dans sa localité le PPACI, il a le RDR, il a le PDCI, il a toutes les entités politiques. Donc après, quel discours il tiendra vis-à-vis de ceux-là quand il aura fini ça? Je ne sais pas si vous avez bien compris cette précision. Il s'agit du collectif des 147 maires RHDP. Un collectif, des communes de Côte d'Ivoire. Un collectif, c'est une association. Oui, qui dirige des communes de Côte d'Ivoire. Oui, ça, on est d'accord. Oui. Mais il faudra tenir compte de cet aspect. Allez-y. Mon ami ensuite, c'est reconnu. Mon ami Betta ne veut pas entendre votre précision parce qu'il veut lui-même entretenir la confusion. Non, voilà. pardon. Parce qu'on dit bien. Parce que comment on peut reprocher à des maires qui sont étudiés personnels, des militants d'un parti politique? Parce que c'est ça. Mais ils ont la gestion de la collectivité en 2028, quand ils vont repartir devant leurs électeurs, ils iront avec leur tunique
Et même à l'additionnel, dès qu'ils sont élus, ils appartiennent à la collectivité. Oui, mais la loi ne dit pas que dès que vous êtes élu, vous n'avez plus le droit de militer dans votre parti. On n'a pas dit la posture républicaine dans tout ça. Mais quand vous appelez on n'a pas dit la posture républicaine. Est-ce qu'il y a une compatibilité? Quand tu es maire ou bien quand tu es président, tu es président de tous les Ivoiriens. Écoutez, le président de la République, non. Tu n'es pas le président de RADP seulement ou bien maire de RADP seulement. Chaque fois que on vous interrompt, vous vous plaignez. Mais vous prenez le temps d'interrompre. Je dis, c'est une volonté manifeste de créer la confusion, c'est de la manipulation. Oui, parce qu'on sait tous que les maires sont d'abord des militants de partis politiques. Et que c'est connu. Et qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la fonction de maire et le militantisme politique. Donc, je ne vois pas pourquoi mes amis sont vent debout. Bon, je les comprends. Certains n'ont pas assez de maires, peut-être qu'ils en ont 2 ou 3. D'autres ont des maires qui sont, mais ils n'ont pas de candidats. Donc bon, je les comprends. Mais on ne peut pas reprocher à des militants de cotiser parce que les maires, en dehors du budget de leur commune, ils sont payés. Et les maires sont, parfois certains sont dans le secteur privé, qui ont leurs propres ressources. Avant d'être maire, ils n'étaient pas des mendiants. Donc je crois que c'est une critique, puisqu'aujourd'hui nos amis qui sont face au parti au pouvoir, même si vous allez leur dire bonsoir, ils vont trouver de quoi redire, parce que vous êtes habillé, voilà, Guillaume a porté un costume noir, pourquoi c'est un plateau télé, il n'est pas en deuil. Voilà, aujourd'hui ils cherchent tous les arguments pour s'accrocher, parce qu'ils n'ont plus rien à expliquer. Bien, c'était connu pour terminer. Oui, ce que je vous disais là, c'est que le RHDP arrive toujours à tenter de nous faire avaler ce qui est impensable de façon éthique. On essaie de nous vendre ça à travers une communication cosmétique. En 2020, Kandia Kamisoko Kamara, qui aujourd'hui est présidente du Sénat, était allée soutenir un candidat du RHDP à Thiébissou. Et elle a déclaré que elle a demandé aux populations de ne pas voter pour les candidats qui ne connaissent ni le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ni le chef de l'État Alassane Ouattara. C'est pas le sujet. Par conséquent, ces populations-là, si leur premier magistrat communal ne connaissent ni le chef de l'État, ni le Premier ministre, chef de gouvernement, ces populations-là ne peuvent pas avoir accès aux services de base à la route. C'est une redéfinition. Mais quel est le lien? C'est une redéfinition du paradigme de gestion des collectivités territoriales. Parce que si vous n'êtes pas du RHDP, vous ne pouvez pas avoir accès à vos dotations budgétaires, vous ne pouvez pas avoir accès à tous les services de base. Quel est le lien entre ce voici le lien. Je suis d'accord aujourd'hui, je suis en train de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a une association de 147 maires qui, avec de l'argent public local, ont un don. Est-ce que vous avez ils sont maires. C'est la fonction. Non, ils sont maires. Parce qu'eux aussi, ils ne nous disent pas d'où viennent les fonds. Est-ce que vous l'avez posé la question? Vous comprenez le collectif. Est-ce que vous l'avez posé la question? Merci à vous. Non, je vais quand on entend cela, des mecs qui cotisent, l'urgence aujourd'hui, c'est la réforme du financement de la campagne électorale. Parce qu'on pense que c'est un droit de penser pour les autres partis que le parti au pouvoir, ayant toutes les ressources de l'État, peut s'octroyer ces ressources-là pour battre campagne. Donc il faut vraiment encadrer je veux comprendre l'opportunité même pour des maires qui sont censés incarner un poste républicain de faire une cotisation pour la candidature du président de la République. Je ne comprends pas en fait. En termes de communication politique même, ça ne passe pas. Bien, merci. Ça passe pas à votre niveau. Il ne faut pas que quelqu'un confonde sa tête, où ça ne passe pas, et l'opinion, il voit non. Mais ça ne passe pas dans l'opinion. Ça ne passe pas dans l'opinion. Voilà. Souvent, je suis quand je vois mon ami l'État, qui est très proche du PDC RDA, on a vu le PDC dans ce pays. Oui, qui a fait quoi? Qui a utilisé l'argent public. Non, pardon. Arrête ça. Donc, bon. Je précise à Gaël. On parle du RHDP, il ne faut pas aller derrière. Attends, mais ceux qui parlent. On parle du RHDP. Merci, Guillaume Bateau. Merci à vous. Comment je m'exprime là? Oui, non. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, le premier carton de cette émission avec Michel Betta. Oui, mon carton rouge est adressé au pouvoir en place qui, depuis un certain moment, a commencé à arrêter des leaders de jeunesse de l'opposition. Je ne sais pas à quoi ça répond, mais c'est inquiétant à l'approche des élections qu'on prenne pour cible
des acteurs politiques essentiels dans la machine d'un parti politique. On veut réduire ce parti-là au silence forcément ou bien qu'est-ce que le pouvoir cherche en arrêtant la jeunesse estudiantine du PDCI? Voilà ma préoccupation. Bien, c'est de connaître carton rouge. Alors, mon carton rouge, il est adressé aux 147 maires du RHDP qui financent l'action de leur parti politique avec des sous dont on ne connaît pas l'origine. Voilà. Et c'est une mauvaise image, c'est une mauvaise communication que ça renvoie aux populations et que ça renvoie également à tous les partis politiques. Parce que ce qui veut dire qu'on peut utiliser de l'argent public pour mener des actions politiques et ce n'est pas convenable. En termes d'éthique politique, ça ne peut pas se faire et ça ne doit pas perdurer. Encore une fois, carton rouge à ce groupement de maires. Oui, mon carton rouge va à ces citoyens qui pensent qu'on peut tout dire sur les réseaux sociaux. Chacun met un téléphone, voilà, et dit tout et n'importe quoi. Et après, quand on a affaire aux autorités judiciaires, parce que la Côte d'Ivoire a décidé d'être un pays sérieux, alors tout le monde se plaint. Ah oui, pourquoi on a fait ceci? Mais il faut que nos compatriotes, nos concitoyens sachent que les réseaux sociaux sont une opportunité de communication, d'ouverture, mais ils ne doivent pas être utilisés pour dire tout et n'importe quoi. Insulter les gens, raconter, attenter à la vie privée des gens, sans aucune preuve. Je crois qu'il faut que vraiment cela cesse. Et je félicite nos autorités policières et judiciaires qui réagissent à promptitude et mettent la main sur ces citoyens indélicats qui doivent répondre. Ce n'est pas parce qu'on en parle de démocratie, de liberté d'expression, qu'on doit dire tout et n'importe quoi. La liberté, ce n'est pas de libertinage. Donc, carton rouge à ces citoyens inconscients. Bien, dernier carton rouge de ce soir, Gaël Lakpa. Carton rouge à tous ces cyberactivistes qui vivent pour la plupart à l'extérieur, qui alimentent de ces débats, de ces discours virulents, violents. Quand vous les écoutez, que vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous penserez qu'en Côte d'Ivoire, ici, il n'y a pas de vie. Et qu'actuellement, tout le monde se promène avec une arme ou bien une machette en train de chercher à attaquer l'un l'autre. On est dans un pays où, c'est vrai, tout n'est pas forcément rose. Mais vous voyez, nous autres, nous venons sur le plateau, on ne soutient pas forcément le pouvoir, on ne soutient pas forcément aussi l'opposition. Oui, des opposants. On donne notre point de vue. Mais Guillaume, c'est mon carton rouge, je suis souverain là-dessus quand même. Oui, mais même si tu es opposant, Allez-y, terminez, s'il vous plaît, on donne notre point de vue, c'est pour avancer la démocratie, parce que la critique est importante dans la démocratie. Mais ceux qui sont à l'extérieur, souvent, ils véhiculent de mauvaises informations. À la critique surtout. Souvent, ils sont là-bas pour un petit fait, ils vous relaient ça de sorte comme s'il y avait le feu partout et tout ça. Si ce pays-là arrive à être en feu, personne ne va s'en sortir. Bien sûr, c'est eux qui vont s'en sortir puisqu'ils ne sont pas là-bas. Nous qui sommes ici, nous disons carton rouge à ces agissements-là. Bien, place maintenant au chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 29 765 face à la prolifération illicite des armes légères, souvent issues des réseaux de trafic. Le gouvernement ivoirien renforce sa lutte contre leur circulation. Faut-il le noter, depuis 2012, plus de 29 765 armes légères détruites en Côte d'Ivoire ont été collectées, saisies ou remises volontairement, puis détruites dans le cadre d'une stratégie nationale visant à garantir la sécurité et la stabilité du territoire national. Réaction là-dessus, Michel Betta. Oui, vous savez que nous sommes sortis d'une période assez critique quand même. 2002, nous avons eu une crise armée qui a coupé le pays en deux. Les armes ont circulé dans certaines zones du pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'effort de rétablir les choses et ce n'est pas facile. C'est tout à fait normal que les armes à feu continuent encore d'être entretenues par certaines catégories de personnes. Moi, je pense que tout cela découle du politique. Et il faut que le politique, aujourd'hui, on arrive à faire droit à la réconciliation vraie, pour que les partis politiques se parlent et qu'on tourne la page définitivement à ce qui peut nous diviser. Parce que ces armes qui sont là, des personnes continuent de détenir des armes, ça fait craindre des lendemains tumultueux. Bien, Gaël Lakpa. Bien, on va féliciter le travail fait.
Mais ce n'est jamais parfait parce que il a dit 2002, mais je dirais bien avant même, lors de la mutinerie du général Robert Guéhi, il y a des gens aussi qui avaient déjà des armes comme ça qui sont sortis du pays et tout ça. C'est vrai, il y a eu le désarmement, mais beaucoup de personnes ont encore des armes, ont su cacher ces armes-là. Et aujourd'hui, attendre qu'un jour, il se passe quelque chose pour qu'ils puissent en faire usage. Le nombre, il est un peu pléthorique, mais il faut encourager ce travail-là, qu'il continue d'être fait et qu'on change même la mentalité, effectivement, que la démocratie soit et que certaines personnes ne se sentent pas réprimées, que ces personnes-là n'entretiennent pas la haine contre leur propre pays pour vouloir attaquer. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, souvent, il y a des braqueurs. Et tout ça, qui gardent ces armes-là. Donc, voilà ce que je peux dire à ce niveau. C'est de connaître. Alors, 29 765 armes qui ont été détruites. C'est une action qui peut être à saluer. Cependant, il y a beaucoup d'efforts à faire, surtout au niveau de notre espace commun que constitue la CEDEAO. Avec la porosité des frontières et les conflits, je dirais, diplomatiques qu'on a eu avec certains de nos voisins, on ne peut pas renforcer l'action de contrôle. Et ça, c'est une aubaine pour la prolifération et la circulation de ces armes-là. Donc, nous gagnerons en tant qu'État, et je dis encore en tant qu'État, pas en tant que régime, nous gagnerons à renforcer nos relations au niveau sous-régional pour essayer d'endiguer ce phénomène-là. Parce qu'avec la porosité des frontières, les gens peuvent faire circuler les armes d'un pays à un autre et ce sont les populations qui vont en pâtir. Donc, il faudrait que nous veillions à ce que, au niveau de l'espace CEDEAO, nous puissions avoir des actions concrètes et concertées pour limiter la circulation de ces armes-là. Bien bateau. Je crois que c'est un chiffre appréciable. Il faut saluer les efforts du gouvernement, notamment ceux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, pour ce travail qui est fait. Bien entendu, tous mes co-débatteurs ont rappelé les périodes tristes, sombres que nous avons connues, la rébellion de 2002, la crise militaro-civile de 2010-2011, et tout cela, ce qui a entraîné. Je crois qu'il faut féliciter le gouvernement et encourager le gouvernement à continuer à renforcer cette stratégie de lutte contre la prolifération des armes légères. C'est un axe important pour la sécurité parce que, malheureusement, nous avons au nord de la Côte d'Ivoire des régimes qui ne nous aiment pas beaucoup et qui peuvent faciliter la circulation de ces armes-là. Donc, il faut féliciter le gouvernement, encourager le gouvernement à renforcer cette stratégie, à associer aussi les populations dans la sensibilisation, dans la surveillance de notre territoire. Je crois que c'est comme ça qu'ensemble, forces armées, appareils judiciaires, appareils société civile, population, qu'on pourra juguler sérieusement la profession de ces armes-là. Merci à vous, Guillaume Bateau, Cédric Koné, Michel Beta et Gaël Lacroix. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour le dernier numéro de votre émission Entre deux News. Demain, ce sera également une interview exclusive avec un invité que vous allez découvrir. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.